Bon, merci. Ici, moi, je voulais juste apporter une petite contribution de ma part. Parce qu'en fait, je me dis que normalement, en entrepreneuriat, un obstacle, c'est une opportunité. Et donc, moi, je me dis que peut-être c'est au niveau du mindset. On ne devait pas non plus se plaindre que, voilà, nous avons beaucoup de problèmes ou beaucoup d'obstacles. On devait au contraire se réjouir. Et il y a 2 fois, quand je fais une formation, je dis aux gens, voilà, nous allons créer une chaise qu'on va mettre dans votre poche. Je vous demande de créer une chaise que vous mettez dans la poche. Bizarrement, les gens me disent, c'est impossible. Et je m'étonne comment est-ce qu'ils trouvent que c'est impossible. Non, en fait, c'est une manière de parler. Donc, je dis simplement que, parce que aussi notre manière de penser détermine ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et si je pense que c'est impossible, ça sera vraiment impossible. Et pourtant, c'est possible. Et donc, moi, je pense qu'on devait beaucoup plus se réjouir du fait, bon, en fait, hein, c'est une manière de parler, du fait qu'on a beaucoup de problèmes, parce qu'en fait, ça donne vraiment du travail aux entrepreneurs. Et le rôle de l'entrepreneur, c'est de dire, s'il y a un problème, comment je résous la chose? Et si vous résolvez la chose, rassurez-vous que vous pouvez en avoir plein à mettre dans votre poche. C'est une manière de parler. Merci. Merci beaucoup pour cette contribution toujours brillante. Malgré l'heure, c'est quand même super intéressant. Là, je dois dire, on vous garantit, on vous promet bientôt la pause, mais on continue, on clôturera cette table ronde et ensuite la suivante. N'oubliez pas qu'il y a encore, on va vous dévoiler le gagnant, le fameux entrepreneur qui remporte le prix. Bon, on est toujours à l'heure des questions, donc pour le docteur, s'il vous plaît. L'occasion de vous donner de prendre encore la parole. J'ai 4 questions, une pour chaque. Je commence par Madame Esther, merci pour votre brillante exposé. Vous parlez de l'accompagnement des jeunes, des femmes, la formation. Nous avons compris avec l'Académie germano-congolaise que pour être formé, il faut que votre entreprise paye la formation. Mais nous le payons. Qui va payer pour nous? Et nous avons suivi hier qu'avec le professeur Jean-Marc, vous voulez créer une faculté ou sur les, je ne sais pas moi, les assurances, j'oublie encore le terme. Comment ça va se formaliser? Et pour monsieur, c'est Christian Kazou? Merci. Vous nous avez conseillé entre Pastel et ça, qu'il faut prendre ça. Oui. Mais beaucoup de gens auraient préféré être là. Mais les conditions devant lesquelles l'État met l'entrepreneur ou le promoteur sont telles que beaucoup se classent derrière des aspects pour fuir payer des conditionnalités exigées par l'État. Et alors, les banques, un start-up, comment un start-up peut accéder à un crédit? Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans une banque pour solliciter un crédit, on dit oui, merci, mais il faut hypothéquer un immeuble. On n'en a pas. Et les taux de remboursement est aussi très élevé. Nous avons compris l'exposé de M. Tédika que tout dépend du nombre d'agences bancaires que vous avez dans votre coin. On comprend. Alors, c'est extrêmement important d'aider le start-up à accéder au crédit. Comment accéder au crédit dans les banques sans avoir un immeuble à hypothéquer? Alors, pour M. Ezing, merci beaucoup. Bon, quand moi je parle, je voudrais pour savoir, quelqu'un qui a un aspect et celui qui a une entreprise, une société, est-ce que tous les deux sont des entrepreneurs? Ou pour être entrepreneur, il faut avoir une société ou un établissement. Moi, par exemple, je suis dans le domaine médical, on en parle un peu. Est-ce qu'un médecin qui a son cabinet, faut-il l'appeler entrepreneur? Parce que
Quand vous voulez ouvrir un cabinet médical, vous allez au ministère de la Santé, les conditions d'ouverture ne sont pas les mêmes. Parce que là, vous n'avez pas de FCCM ou tout ça, il n'y en a pas. Il suffit seulement de payer votre taxe au niveau de la zone de santé, au niveau de l'inspection provinciale de la santé, et puis aller payer une taxe aussi au ministère, au secrétariat, un point très, vous commencez. Mais lorsque vous commencez, vous avez les agents de l'impôt qui viennent, l'ASNEL qui vient, non, voilà, c'est une entreprise, il faut payer, et ça décourage les start-up. Que faire? Et pour madame, excuse, le Bocaï, j'ai beaucoup aimé votre intervention, surtout sur le branding. Je vais vous raconter une anecdote. Je participe à un événement de vernissage des l'art congolais en Italie. On nous montre des sacs fabriqués avec nos tissus propres du Congo. Mais ce sont des gens qui ne sont ni congolais qui s'approprient la marque. Et moi, ça m'a tellement choqué de voir. Et personne n'était capable d'expliquer les tissus qu'ils étaient en train de faire la promotion. Moi qui étais visiteur là-bas, je me suis transformé en professeur pour expliquer l'histoire du Congo, l'art Cuba et tout ça. Alors, je pense qu'il faut un peu de... il faut qu'il y ait un petit dosage dans le branding. Que si on peut faire le branding, qu'on pense aussi aux paysans qui a produit le tissu pour qu'on parle de lui. Merci. Tout grand merci, M. Plogo. Je sens que vous êtes bien réveillé aujourd'hui. Vous avez beaucoup de questions. La formation, les entrepreneurs, les PME qui payent la formation des entrepreneurs, des PME. On doit apprendre aux entrepreneurs à se prendre en charge. On ne peut pas tout faire pour eux. Nous donnons des formations, mais ces entreprises qui donnent des formations ont besoin aussi de la pérennité. Ce que nous faisons, nous donnons des prix adaptés à la structure. Pour les PME, il faut aussi parfois faire, moi je vais dire, peser les pour et les contre. C'est dire, voilà, j'investis dans la formation, mais les gens oublient les risques qu'ils courent. Ils évitent les formations et ils sont en train d'aggraver la situation. Peut-être que tu aurais payé, disons, je donne un exemple, $100 pour une formation qui t'aurait épargné le pire. Alors, nous commençons d'abord par conscientiser les PME qu'elles comprennent le besoin, la nécessité de se faire accompagner. Parce que quand une PME comprend la vraie nécessité de se faire accompagner, elle ne va pas réfléchir pour le paiement, pour la formation. Donc, c'est déjà ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Okay, merci beaucoup pour votre question. Alors ça, c'est une question très classique, arbitrage entre ASBL et les sociétés commerciales. Je voulais simplement répondre, je vais m'adresser particulièrement en fait aux jeunes, que déjà créer une ASBL, c'est pas forcément très simple. Je rappelle que dans notre pays, pour créer une ASBL, il faut être au moins 7. Alors que si vous voulez créer une SARL ou une société par action simplifiée, vous pouvez être seul, ou à 2. Ensuite, je me permets également de rappeler qu'en RDC, pour créer une SBL, il y a un certain nombre de formalités administratives. On ne va pas les détailler. Il faut effectivement aller chercher la personnalité juridique auprès du ministère de la Justice. Il faut demander l'autorisation au ministère de tutelle, qui peut être par exemple le ministère de l'Économie, en fonction de l'activité principale de votre association. Tout ça, ça peut être long. En fonction de mon expérience, ça peut prendre entre 1 et 4 mois. En revanche, comme vous le savez, il y a un guichet unique pour création d'entreprise. Il y en a à Kinshasa, il y en a à Lubumbashi, il y en a à Goma, il y en a à Kisangani, qui va vous permettre, par exemple, de créer une SARL ou une société par action simplifiée. En théorie, le délai de 3 jours, de vous à moi, je pense qu'il faut compter quand même plutôt 15 jours, 3 semaines. Mais ça reste quand même plus rapide, plus simple que créer une SBL. Alors je sais très bien qu'en général, les jeunes choisissent la SBL pour des raisons fiscales. Ben oui, sauf que, encore une fois, soyez persuadés que si vous créez une SBL, vous allez peut-être éviter une pression fiscale trop importante, mais vous allez vous fermer les portes de certains financements. Je peux vous certifier par expérience qu'un fonds d'investissement ou un business angel ne viendront jamais dans une SBL. Jamais. Par exemple, vous savez, le PAD-PME, le programme de subvention Banque mondiale, dont vous avez peut-être entendu parler, les jeunes, effectivement, entrepreneurs de 18 à 35 ans pouvaient soumissionner pour obtenir des subventions. Eh
bien ce programme, il n'était pas éligible aux ASBL. C'était uniquement pour de la création d'entreprise stricto sensu. Soyez persuadés que si vous créez une ASBL, oui, vous allez avoir un avantage, mais vous allez avoir beaucoup d'inconvénients en termes d'accès au financement. Ensuite, et je réponds à la deuxième question en fait, que vous avez posée, moi je crois beaucoup au financement alternatif. Il n'y a pas que les banques. Je voudrais simplement préciser que dans notre pays, il y a par exemple 2 plateformes de crowdfunding qui sont en train de se créer. Et ça peut être une bonne solution pour un jeune entrepreneur, ou qui a un petit peu d'historique. Ils peuvent vous financer en don, en equity ou en dette. Vous voyez? Donc il y a des choses effectivement qui sont en train de se passer, des financements alternatifs aux banques, et moi j'y crois beaucoup. Et ça existe déjà, on en est à nos premiers balbutiements, mais ça existe déjà, et je pense qu'il faut vraiment encourager ces initiatives. Merci Dr. Toko pour la question. La question était orientée ASBL ou société, et est-ce que la personne est réellement entrepreneur? C'était bien ça? Je pense que dans le parcours d'un entrepreneur, comme je le disais plus tôt, il y a ce qu'on appelle le développement personnel, une remise en question. Et il y a, je pense, ça a été répondu déjà dans la salle ici, l'étape où on parle de l'idée au projet. On aimerait passer de l'état de l'idée, la conception que j'aimerais ouvrir mon cabinet, et il y a des obstacles. Mais ces obstacles, il a été dit, peuvent aussi être des opportunités. C'est-à-dire que l'opportunité peut se présenter de s'allier à une personne, un organisme de santé, qui vous permettrait d'acquérir une certaine renommée de par votre expérience, et avec les fonds que vous allez recevoir, votre salaire, vous permettre d'être lancé. J'aimerais répondre parce que c'est une très belle question qui a été posée. Aujourd'hui, je me retrouve ici, à Kinshasa, en tant que cofondateur, co-organisateur. Est-ce que ma présence ici aurait pu avoir lieu si je ne m'étais pas associé à Esther? En tant qu'entrepreneur, je me suis dit, nous étions sur la même longueur d'idée, et nous nous sommes dit, il serait bien de faire certaines choses. Elle aurait pu le faire seule, j'aurais pu le faire seul. Est-ce que ça aurait eu le même impact? Peut-être que oui, peut-être que non. Tout ça pour dire que pour chaque entrepreneur, il faut se remettre en question. Il est mieux de s'aligner avec une personne et être plus fort ensemble que d'essayer de marcher seul et d'avoir moins d'impact. Donc pour répondre à cette question, je pense que dans le parcours, chaque obstacle devient opportunité quand on accepte de se remettre en question et de s'allier. L'union fait la force, comme on le dit. Voilà. Merci. Bonjour, Dr. Toko. Donc voilà, j'ai bien entendu votre question, elle est très interpellante. Donc si je prends d'abord la présentation par rapport au branding, donc le concept de base du branding, c'est aussi l'art de véhiculer un message. Et par rapport à votre anecdote, il y a 2 parties. Il y a l'entreprise, il y a le client. Et en fait, dans ce cas, il y a une sensibilisation à faire des 2 côtés. D'une part de l'entreprise, qui doit savoir quel message elle veut véhiculer par rapport à ses artisans, et d'autre part le consommateur aussi qui doit comprendre pourquoi il achète. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'achat responsable. Et ça, je pense que c'est un élément que c'est important de mettre en avant dans notre communauté, dans notre pays. C'est est-ce que finalement on achète juste pour avoir le produit ou pour aussi contribuer au développement économique d'un secteur? Et l'entreprise également, je prends l'exemple, par exemple, Madame Thérèse qui a son projet où elle vend des sacs en raffia. Ben, nous, ce qu'on va faire avec Thérèse, c'est lui dire, dans votre communication, c'est important de vous montrer qu'en achetant ce sac, vous contribuez au développement du secteur et vous valorisez le travail des couturiers. Et donc, je pense que c'est ça qui est important finalement dans le branding. Donc, doser le branding d'un côté, oui, mais c'est surtout savoir comment l'utiliser. D'une part, au niveau de l'entreprise, pour qu'elle puisse sensibiliser dans le consommateur. Et aujourd'hui, le consommateur recherche ce sens-là. On n'achète plus pour acheter. On achète aussi pour créer un sens. On achète aussi de manière responsable. Et donc, c'est à nous aussi, maintenant, nous consommateurs, à comprendre finalement qu'on achète avec quelle valeur. Aujourd'hui, une entreprise doit se positionner aussi avec des valeurs. Et cette valeur-là dont vous avez parlé, c'est la solidarité aussi. C'est la valeur où on va valoriser toute la chaîne de valeur, justement, du producteur, du fournisseur, à justement au vendeur. Donc voilà un peu ce que je peux dire. La clé pour moi, c'est la conscientisation. La clé pour moi, c'est aussi les valeurs et la manière dont on va communiquer ces valeurs pour que d'une part, le consommateur, donc nous aussi Congolais, on se sent responsable quand on va aller acheter. On se sent aussi finalement comme des acteurs de ce développement-là. Et d'une autre part, l'entreprise qui se sent responsable aussi de
communiquer cette responsabilité que le consommateur doit avoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces magnifiques réponses. Je pense qu'ils ont été clairs, concis. On va encore prendre 3 questions. Voilà, le jeune homme qui est là de l'autre côté. Merci. Je vais un peu savoir, selon vous, comment pouvez-vous expliquer cette situation? Est-ce que c'est de la faute au porteur du projet, soit aux institutions bancaires, et pourquoi? La deuxième question, aujourd'hui, étant que chef d'un aspect, quelles sont les stratégies et les techniques mises en place pour aider ces jeunes porteurs de projets de pouvoir avoir aujourd'hui accès au crédit bancaire? Merci. Merci, moi c'est Madame Francine Antibou. Alors ça fait 1 an qu'il y a de formation sur Zoom, sur l'inclusion financière, sur l'entrepreneuriat. C'est bien beau, mais est-ce que vous êtes en contact avec les banques ou le gouvernement d'abord, ou je ne sais pas, la présidence? Parce que vous pouvez beau nous parler de l'inclusion financière, de l'entrepreneuriat, mais il est difficile aux jeunes entrepreneurs de se jeter à l'eau parce qu'il n'a pas d'abord le fonds, il n'a pas de financement. Et la banque qui finance, au premier mois déjà, il vient demander le remboursement. Comment est-ce que cette jeune personne, ces jeunes entrepreneurs peuvent prendre de l'envol? Parce qu'il est face à la banque qui devra payer. On fait face aussi, le micro, on fait face aussi aux impôts. Parce qu'avec le branding dont Madame Émilie a parlé, avec toutes les formations que nous avons reçues, il y a des gens qui se sont déjà lancés à l'eau, mais il y a une difficulté. Quand vous demandez de l'argent à la banque, vous devez payer directement le mois qui suit. Je ne sais pas si avec M. Kazumba, l'accompagnement s'est fait à quel niveau. Est-ce que vous parlez aux banques pour les jeunes entrepreneurs qu'il y ait au moins un taux réduit ou qu'il y ait un temps où le jeune entrepreneur peut peut s'habituer avec le marché, avec son entreprise? Et puis, est-ce que vous parlez au gouvernement, par exemple, congolais? Parce qu'au premier mois déjà, vous avez la DGP qui vient vers vous. Quand vous avez le branding, vous avez votre panneau publicitaire, il y a les impôts, la DGP qui vient demander déjà l'argent de la publicité. Il y a les impôts qu'on vient déjà demander au premier mois. Et comment ces jeunes entrepreneurs peuvent prendre de l'envol avec tout ça? C'est pour M. Kazumba, mais je vais quand même introduire. Déjà, je suis contente qu'il y a les partenaires financiers qui sont ici, qui pourront présenter. Il y a les DG des Baobab qui est là, qui va parler de l'accompagnement pour les entrepreneurs, les DG IFOD aussi. Donc voilà, je suis bien entouré, Crédit Assure est bien entouré. Nous avons les institutions de microfinance et les institutions financières. Le but est vraiment d'entrer, ils sont tous présents, donc voilà. Le but est qu'ensemble, qu'on trouve des solutions. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces entrepreneurs qui arrivent à se prendre en charge? Nous avons un groupe de jeunes entrepreneurs qui ont participé au concours. Et la plupart se sont autofinancés et ont trouvé des solutions pour démarrer. La deuxième question, je laisse M. Kazumba parce que la question lui était adressée. Alors oui, déjà je vais répondre à la question de monsieur tout à l'heure. À qui la faute? Ça c'est une très bonne question. Pour moi, les torts sont partagés. Je vais vous parler de manière très directe. Je pense effectivement que nos banques, il y a quelques exceptions, mais nos banques devraient faire plus d'efforts pour aller vers les jeunes entrepreneurs. Et ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas souvent le cas. Mais, de mon point de vue et en fonction de mon expérience, il faut quand même que les jeunes entrepreneurs de notre pays, nos compatriotes, fassent également peut-être plus d'efforts pour se structurer. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de notions très très importantes. La définition de la cible, justification en fait, du besoin de financement, étude de marché, même si elle est sommaire, etc. etc. Je vais vous donner un exemple très très concret si vous le permettez. Il y a énormément de jeunes qui viennent me voir, mais qui n'ont même pas l'ébauche d'un business plan. Et quand je leur pose un certain nombre de questions, quelle est votre cible, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour faire connaître, ils n'ont pas forcément la réponse. Je ne dis pas que c'est eux les responsables, mais il faudrait vraiment qu'on fasse des efforts par rapport à ça. Voilà, donc pour moi, effectivement, les torts sont partagés et il faut que les financements traditionnels représentés principalement par les banques et les jeunes entrepreneurs fassent des efforts pour aller
les uns vers les autres, parce que sinon on aura beaucoup de mal à en sortir. Alors ensuite, il y avait une deuxième partie de votre question sur qu'est-ce que vous pouvez faire, je crois, pour accompagner en fait vos jeunes entrepreneurs. Eh bien, le conseil que je vous donne, c'est justement, mais peut-être que vous le faites déjà, apprenez-leur à se structurer. Parce que je peux vous garantir que dans les prochains mois et même dans les prochaines années, c'est ce que les investisseurs vont rechercher. Et c'est ça qui va faire la différence entre un projet un peu moyen et un bon projet et la capacité de se structurer en fait des investisseurs, pardon, des porteurs de projets. Bien évidemment, c'est pas une martingale gagnante, c'est pas parce que vous allez faire un super business plan, c'est pas parce que vous allez vous structurer que vous aurez 100% de chance d'obtenir vos financements. Je ne suis pas suffisamment naïf pour vous dire ça. En revanche, si vous le faites, je pense que vous devez effectivement accompagner les jeunes que vous encadrez dans cette voie-là. Si vous le faites, vous aurez beaucoup plus de chances de passer les premières étapes, et ça c'est très important. Ensuite, sans entrer dans les détails, je voudrais répondre maintenant à l'interpellation de Madame. On sait toutes et tous dans cette salle que la pression fiscale au Congo sur les jeunes entrepreneurs et sur les PME, elle est trop élevée. On le sait tous. Malheureusement, je n'ai pas de prise sur ça. Je n'ai aucune prise sur ça. Je le sais, j'en suis conscient, tout le monde en est conscient, c'est un véritable sujet. Je voudrais simplement vous rappeler, même si c'est un embryon de réponse, ça ne va pas vous satisfaire en totalité, mais je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a des dispositifs. Il y a le code des investissements qui existe. Pour les PME, pour les nouveaux projets, c'est accessible à partir du moment où vous avez un projet de 10 000 $. Et ça vous permet de bénéficier d'exonérations quand même qui sont relativement intéressantes, qui peuvent aller jusqu'à 5 ans en fonction de la province où vous allez vous implanter. Par exemple, si vous implantez au Congo central, c'est 4 ans. Si vous implantez vers Lubumbashi, vers Kolwezi, c'est 4 ans. Si vous implantez au Nord Kivu, dans l'ex-Équateur, c'est 5 ans. C'est toujours mieux que rien. Ensuite, comme vous le savez aussi, la RDC a ratifié les accords OHADA. Et dans le cadre de l'OHADA, il y a un régime de la micro-entreprise qui a été mis en place, qui n'est pas inintéressant au niveau fiscal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu technique, mais grosso modo, par exemple, si vous êtes en début d'activité, si vous réalisez moins de 10 millions de francs congolais de chiffre d'affaires par an, vous avez la possibilité de demander de bénéficier de ce régime, et là, de mémoire, vous ne payez qu'un impôt forfaitaire unique et universel de 50 000 francs congolais. Donc, il y a des choses qui existent, il faut en être conscient, sauf que bien évidemment, oui, il y a un problème effectivement de pression fiscale dans notre pays, et il faudrait en effet que ça se règle. Merci beaucoup, Monsieur Kazumba. Merci, Madame Michel. Oui, peut-être quelque chose à rajouter. Oui, je n'avais pas répondu à une question. C'était la question sur l'accompagnement, la formation qu'on compte mettre en place pour les techniciens supérieurs d'assurance. Monsieur Tchoko m'a posé la question, comment ça peut être possible? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour faciliter cette formation? Déjà, avant de commencer le projet, j'ai contacté tous les secteurs des assurances, donc les compagnies d'assurance et courtiers, pour la faisabilité du projet. J'ai vu que nous sommes proches, nous sommes entre les demandeurs et les personnes qui peuvent offrir les services. Les compagnies d'assurance m'ont présenté la situation en disant, voilà, on a un problème de renforcement des capacités dans les secteurs. Je suis aussi à l'écoute de la population. J'ai recensé au moins 80 techniciens diplômés en assurance en RDC qui, eux, de leur côté, se plaignent de manque d'emploi et pourtant, ils existent. Alors, du coup, il y a un problème, soit des communications ou il y a un problème, un relais d'information. Alors, moi, je me dis, en tant que Crédit d'Assure, nous sommes là entre les deux. Déjà, nous avons facilité, nous avons donné l'opportunité aux techniciens d'assurance de présenter leurs problèmes, la problématique devant les secteurs des assurances, et ils l'ont fait le samedi et ils ont brillamment présenté. Alors avec les centres congolais allemands de microfinance, nous allons mettre en place une licence des techniciens spécialisés en assurance qui seront directement opérationnels pour les secteurs des assurances. Qu'est-ce que nous avons déjà négocié pour ces futurs licenciés? C'est un stage automatiquement pour les personnes qui vont suivre cette formation, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a aussi un sérieux problème des stages. Les gens sont formés, mais ils ne font pas des stages dans les domaines appropriés. Et vu que nous cherchons des solutions, on ne donne pas des solutions à 50%, nous apportons à 100%. Nous avons négocié avec nos partenaires des assurances. Dès que la personne qui vient, qui est formée, a besoin d'un stage, on doit l'accepter. Ils doivent faciliter
cette formation. Ça ne sert à rien d'être formé et de garder son diplôme à la maison. Et ils sont tous d'accord et ils ont promis de nous accompagner. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Et pour la suite, bon, on sera après, donc il y a la table ronde, on laissera la place aussi aux autres intervenants pour leur présentation. Un grand merci, Madame Michel. Merci beaucoup. Alors, je pense que pour cette table ronde, on a pris suffisamment de questions. N'oubliez pas, c'est comme pour toutes les autres. S'il vous reste encore des questions, ça tombe bien. Gardez-les précieusement parce qu'ils vont pouvoir y répondre aussitôt qu'on sera sorti d'ici et qu'on aura droit à une pause, n'est-ce pas? Voilà. J'aimerais clôturer peut-être cette table ronde par la citation que le groupe Crédassure aime et adore, on dira. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et les autres font que ça arrive. C'est une citation de Michael Jordan. Il me semble ici que ce qui fait que ça arrive, c'est aussi la collaboration. On a beaucoup parlé de collaborer, de partenariat, gagnant-gagnant, mais aussi d'entraide pour qu'on continue à développer l'économie du pays, mais on continue aussi à avoir des vrais résultats. On ne parle pas de théorie, on parle d'impact. On ne parle pas de faire un forum juste pour échanger, on parle d'un réel changement à terme et sur le long terme. Voilà, merci encore à nos 4 intervenants pour cette table ronde. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et je veux aussi dire, ne vous découragez pas, restez jusqu'à la fin. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. On doit soutenir nos entrepreneurs qui sont venus exposer leurs produits. C'est la visibilité qu'on leur a promis. Et tous, nous devons les accompagner. Et il y a nos lauréats qui seront présentés. Aujourd'hui, on va assister à la présentation du lauréat. Je suis sûr que vous êtes tous impatients. Ne partez pas. Restez avec nous jusqu'à la fin. Merci. Peut-être certains d'entre vous n'étaient même pas là la première journée pour savoir de qui on parle lorsqu'on parle des lauréats. Est-ce que vous avez suivi le concours d'entrepreneurs? Est-ce que vous êtes trop fatigué? J'ai l'impression, hein? Oui, hein? Je vous entends pas. Vous êtes fatigué? Oui. Mais non, allez, pas possible. Alors, je vous comprends. Et c'est pourquoi on va clôturer les tables rondes, et peut-être qu'il me faut le bon micro. Voilà. Merci. On va clôturer les tables rondes avec la table ronde sur l'IFOD, avec l'IFOD, pour une table ronde. Permettez. Les tables rondes se retrouvent. Donc, pour une table ronde avec l'IFOD sur les institutions de microfinance, justement, on en a beaucoup parlé. Nous accueillons M. Paul Eboma, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, qui est le DG de l'IFOD. Alors le thème, c'est le contexte, la loi congolaise qui régit. Non, ce n'est pas ça le thème. Le thème. Juste pour maintenir un peu ceux qui sont encore là avant leur pause, ça ne va pas être facile pour eux, mais ils y tiennent et donc on vous remercie encore d'être toujours avec nous. Est-ce que vous pouvez leur donner juste une petite phrase condensée de ce qu'ils vont pouvoir écouter avant de prendre leur pause? Nous allons parler des instituts de microfinance et particulièrement nous allons présenter l'offre de l'IFOD. Je crois qu'il y a plusieurs intervenants qui parlent de produits ou des services proposés par les instituts de microfinance ou les banques. Il y a eu plusieurs questions et nous venons avec quelques réponses et particulièrement de ce qu'IFOD propose à la clientèle. Et cela certainement apportera des réponses aux préoccupations de chacun de nous et surtout à ce qu'ils veulent voir les pays aller de l'avant. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Et merci beaucoup, merci. Juste peut-être, quels sont les enjeux des microfinances? Vous avez entendu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Comment vous pensez-vous pouvoir répondre justement aux problématiques auxquelles on fait face? Peut-être avec les étudiants ou avec d'autres entrepreneurs dans d'autres milieux. Comme ça, ils sont touchés directement par leurs propres interrogations. Bien, je crois que la
besoin. Et nous apportons des solutions financières et des solutions qui viennent sûrement apporter également l'appui à tous ceux-là qui ont besoin d'aller plus loin. Et particulièrement comme nous parlons d'entrepreneurs, un entrepreneur a constamment besoin de financement et nous le disponibilisons. Et au-delà des financements, il y a également l'aspect épargne, parce qu'on ne peut pas aller loin si on ne peut que bénéficier du financement, mais on doit également réfléchir, voir comment on peut épargner, et avec l'épargne, on peut faire encore de grandes choses. Et ce sont pratiquement des solutions qui sont apportées par IFOD, que nous voulons également présenter ici. Et là, je me permets de me représenter. Et on a parlé de DG Paul Eboma, qui en principe devait prendre la parole, qui n'est pas avec nous cette fois-là, il sera probablement les après-midi. Moi, je suis M. Blanchard Malotanga, je suis le responsable des opérations de IFOD. En fait, certainement, quand on parle d'IFOD, il y a des questions qui se posent, on se demande c'est quoi IFOD. Et même hier ou même avant-hier, il y a eu des questions, il y a des gens qui se demandent c'est quoi IFOD en fait. Et j'aimerais bien commencer par là, avant de parler de solutions que IFOD apporte. Et de manière générale, répondre aussi aux préoccupations qui ont été soulevées ici en termes de financement. Est-ce que le financement est disponible? On a les crédits, on a les financements, on commence à rembourser demain. Est-ce qu'avec ça on peut aller plus loin? La préoccupation des startups, ainsi de suite. Donc, ce sont pratiquement quelques questions que nous pouvons également aborder lors de notre présentation. Mais permettez-moi de parler d'IFOD. Et IFOD, comme vous pouvez le lire, c'est l'institution financière pour les œuvres de développement. Et on s'est dit, mais c'est quoi l'institution financière pour les œuvres de développement? Et c'est quoi? Et nous sommes une société de microfinance qui évolue en République démocratique du Congo. Celles-là qui nous connaissent, les initiés se disent que c'est une banque des catholiques. Et il y a d'autres personnes qui se disent, bon, c'est la banque de la Senco. En fait, IFOD, c'est une institution qui a été créée à l'initiative des Pères Zéret, qui sont pratiquement réunis au sein de la Senco. Et ils ont pris cette décision de mettre en place l'institution. Et cela est parti des constats, des faits que nous avons tous décriés ici. J'ai vu les différents intervenants qui parlent de beaucoup de préoccupations, surtout parlant de la population qui est à l'intérieur du pays, qui sont pratiquement délaissés, qui n'ont pratiquement rien comme soutien. On nous a montré les statistiques avec M. Titika, où pratiquement il y a des régions, il y a pratiquement des provinces qui n'ont pas d'institutions financières. En fait, cela également était une préoccupation des évêques qui sont réunis au sein de la Senco. Et vous savez, l'Église catholique est présente en République démocratique du Congo depuis plus d'1 siècle. Et la mission principale de l'Église, ce n'est pas de faire ce que nous faisons aujourd'hui, mais la mission principale de l'Église, c'est la pastorale à travers l'évangélisation. Et à travers l'évangélisation, l'Église est partout en République démocratique du Congo. Il y a des coins qui ne sont pas équipés en structure financière, mais où l'Église est présente. Je crois qu'il y a de ceux-là qui connaissent bien les pays, qui visitent le Congo profond, qui savent comment les choses se présentent. J'ai également l'opportunité de parcourir les pays. Et je suis arrivé dans des endroits où vous ne trouvez pratiquement rien, mais l'Église est présente, c'est l'Église qui assure pratiquement le fonctionnement de la société. Et de cela, c'était un constat qui a été pratiquement fait également par les évêques. Ils se sont dit, mais il y a un problème. Et au-delà, l'Église également participe à l'offre de l'éducation. Je suis sûr que dans la salle ici, si je posais la question, combien de personnes sont passées par une école catholique, je crois qu'il y aura un minimum de 80 personnes, 80% des participants ici qui diront, moi au moins j'y ai été et j'ai bénéficié des enseignements. Et donc, avec tout ça, ce constat a été fait, et l'Église et les pères évêques ont dit, nous devons faire quelque chose. C'est pourquoi ils ont réfléchi, ils ont dit, mettons en place l'institution financière pour les œuvres de développement, et c'était dans le but d'apporter un soulagement. Et dans la mission d'évangélisation, comme je le disais, il y a l'appui social, où il y a des dons qui sont également accordés, à travers les canaux que l'Église dispose, qui est Caritas, il y a des dons qui ont été faits. Mais au-delà de ces dons, ils ont retrouvé même dans le Congo profond, il y a des gens qui ont des initiatives, qui veulent aller loin, qui ont des petites activités, mais qui manquent de financement. C'est ainsi qu'ils ont dit, il faut également mettre en place un véhicule qui va apporter des financements à ceux-là qui ont besoin d'aller plus loin. Autrement, à ces petits entrepreneurs qui veulent
se démarquer, qui veulent évoluer avec leur projet. C'est ainsi que IFOD a été créé et peut-être une petite idée de l'agenda ou l'historique des idées de IFOD, on peut passer au slide suivant. Et l'idée est venue pratiquement en 2004 où ils se sont dit mais il y a un problème et nous devons faire quelque chose. Il y a eu une étude de faisabilité qui a été montée et après cela, quelques années après en 2010, lors du cinquantenaire de l'Église, il y a eu l'accord de principe entre les pères de l'Église pour dire nous devons aller, nous sommes convaincus qu'au-delà de la mission pastorale et également de l'œuvre sociale que nous apportons à la population, il nous faut également soutenir ceux qui ont de bonnes initiatives, qui manquent de financement pour aller plus loin. Et voilà pourquoi en 2014, il y a eu une création effective de IFOD. Et en 2015, nous avons obtenu la personnalité juridique. Et en juin 2015, il y a eu l'agrément de la Banque centrale. Donc, on ne peut pas fonctionner sans pour autant se conformer à la réglementation. C'est alors que l'agrément a été obtenu et nous nous conformons. Et IFOD a été créé comme une société de microfinance. Quand nous parlons de la société de microfinance, selon les instructions de la loi de la Banque centrale, nous avons deux catégories. Il y a la catégorie des sociétés de microfinance et il y a la catégorie des entreprises de microfinance. Des entreprises qui ont la possibilité, ou les établissements, de faire, de donner des financements sans pourtant collecter l'épargne. Et la deuxième catégorie qui a la possibilité de collecter l'épargne et également d'accorder les financements. Donc, IFOD a été agréé comme une société de microfinance et cela dans le but d'accorder les financements et également aider la population à adopter une culture d'épargne afin d'aller un peu plus loin. Donc, c'est depuis 2016 que IFOD est opérationnel et la vision, c'était également plus d'aller vers la population qui était écartée du secteur traditionnel et qui n'avait pas accès, et principalement pour ceux qui sont à l'extérieur. Voilà pourquoi dans la vision de l'institution, c'est vraiment d'aller plus loin. Et pour l'instant, nous avons maintenant commencé notre projet d'expansion. Et c'est ce qui caractérise, on peut prendre les stades suivants. Et c'est ce qui caractérise actuellement IFOD et ce qui fera également la force de l'institution. Comme nous l'avons dit, l'Église catholique est partout et la vision c'est d'aller partout également. Et c'est dans ce sens-là, nous déployons pour arriver à couvrir toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous le faisons en utilisant déjà plusieurs canaux. Il y a ce que nous avons parlé de l'épargne, il y a également les financements. Et au-delà du financement, il y a ce que nous appelons l'accompagnement du gouvernement. Déjà, bien avant la création de l'institution, où l'Église était partenaire du gouvernement à travers la bancarisation des enseignants. Comme je l'ai dit, l'Église est partout. Et là où les banques commerciales ou même les institutions de microfinance n'arrivent pas, il y a la structure de l'Église. Et l'Église participait également dans la bancarisation à travers la paye des enseignants et autres administratifs. Et nous avons aujourd'hui près de 200 000 personnels de l'État que nous prenons en charge, que nous ramenons dans les circuits et pour arriver à les bancariser. Et c'est ça pratiquement le rôle qu'il faut jouer et c'est la mission de l'institution. Et parmi les forces, comme nous pouvons dire, nous avons dit IFOD est créé par l'initiative des Pères évêques, qui est une structure de l'Église. Et l'actionnariat de IFOD est constitué essentiellement des membres de l'Église. Et là, je parle de la SENCO, que nous connaissons, qui est la conférence épiscopale nationale du Congo. Et au-delà de la SENCO, il y a également d'autres structures de l'Église, comme nous disons l'association des pères supérieurs majeurs et également des sœurs, qui sont également actionnaires. Et au-delà, il y a des diocèses. L'Église, dans sa structure organisationnelle, est répartie en diocèses, qui en compte pratiquement 47, répartis dans toute la République. Et tous ces diocèses sont actionnaires. Pourquoi? Puisqu'ils veulent assez que l'apport financier ou l'éducation financière parviennent même dans des points plus reculés de la République afin de faire avancer les choses. Et également, nous bénéficions du soutien de l'Église et il faut également bénéficier de l'accompagnement des différents partenaires. Nous citons ici les FPM, la Banque centrale du Congo, la GIZ, qui sont des partenaires qui nous accompagnent afin d'accomplir cette mission. Et comme je l'ai déjà mentionné, les capitaux sont essentiellement congolais.
Et c'est pour pratiquement accomplir cette mission. Et au-delà des capitaux, il y a également l'équipe de management et il faut qui est essentiellement congolaise. Et cela, je veux dire, il y a essentiellement l'institution est gérée par des laïcs et non par des ecclésiastiques. Donc les laïcs qui ne sont pas nécessairement de la structure de l'Église, mais qui sont des Congolais, qui ont des compétences pour apporter des solutions appropriées aux différentes préoccupations, aux différentes questions qui sont posées dans la société et qui méritent de trouver des solutions. Voilà pourquoi, dans tout ça, il a été conçu des produits qui sont adaptés pour arriver à atteindre ces objectifs. Et voilà, c'est là où je vais répondre à des préoccupations que nous avons soulevées ici. Certes, vu l'étendue de la République, on ne pourra pas trouver la solution, donner la solution en une journée, mais nous travaillons sérieusement pour que cette solution parvienne à tout Congolais, partout où il se trouve, enfin, de bénéficier des apports et surtout d'exploiter ses potentiels et faire développer le pays. Et parmi les produits proposés par IFOD, nous avons ce que nous appelons les comptes épargne, où les clients ont la possibilité d'ouvrir un compte et épargner petit à petit jusqu'à atteindre un certain montant et réaliser le projet. Et là, comme nous le disons, l'ouverture de compte est gratuite, on ne paye rien. Et là, ça facilite à tout le monde, comme la question ici était de savoir, mais un entrepreneur qui n'a rien, comment est-ce qu'il peut accéder même à ce niveau-là? Nous disons ici, tout est gratuit, l'ouverture des comptes est gratuite, vous ne payez pas. Mais comme vous devez épargner pour atteindre quelque chose en but, il vous faut un peu de discipline. C'est là où nous limitons le nombre de retraits sur ce compte et pour décourager à celui qui veut aller plus loin de prendre de l'argent et encore rentrer ou redescendre et ne pas aller plus loin. Et au-delà du compte épargne, nous avons également le compte courant et qui est mis à la disposition de la clientèle. Et ces comptes fonctionnent de manière simple où on peut faire des retraits, des dépôts de manière illimitée. L'ouverture est gratuite. Il y a un minimum de frais de tenue de compte qui est payé et ça permet à l'entrepreneur, ça permet à tout Congolais d'avoir un compte et également de l'utiliser pour ses affaires. Et au-delà du compte d'épargne, nous avons également les services de paiement. Vous êtes un entrepreneur. Aujourd'hui, il ne faudrait pas continuer à payer les agents, ses collaborateurs à la maison et dans les guichets. Ici, nous donnons la possibilité à tout entrepreneur, même un start-up qui peut venir, il a un compte, même s'il a 2 collaborateurs, et à travers le compte, il peut commencer à les payer. Et là, la prise en charge est pratiquement gratuite et il n'y a presque pas de frais. Et le compte, il fonctionne de manière simple pour que tout le monde, même s'il a un niveau d'études très bas, qu'il puisse comprendre le fonctionnement, même s'il n'a pas la formation d'un financier, il peut facilement comprendre le fonctionnement et soutenir les efforts des entrepreneurs et aller plus loin. Et il y a également les agents bancaires. Nous sommes, pendant la période de la mondialisation et la digitalisation même de tout ce que nous faisons, avec la Covid, nous ne savons pas tout faire et aller tout partout. Et il faut réfléchir également sur des solutions digitales. Et parmi les solutions, il y a les réseaux d'agents bancaires qui est en train d'être développé. C'est quoi les réseaux d'agents bancaires? Là, nous travaillons avec des entrepreneurs, que ce soit privés ou des entrepreneurs personnes morales. Vous avez un business, nous pouvons vous approcher et vous serez notre partenaire et nous allons sous-traiter une partie de nos services et vous proposer à notre clientèle dans la zone où vous vous retrouvez. Et c'est une solution que nous développons pour nous permettre d'aller plus loin et également répondre ou surtout éviter le problème qu'on a évoqué ici avec M. Tétika où le coût d'installation d'une agence est extrêmement élevé. On est à une moyenne de 250 000 $, alors que si nous travaillons avec le réseau d'agents bancaires, nous avons un coût qui est très faible et qui permet à l'entrepreneur d'avoir des ressources et qui permet aussi à la population qui autour de l'entrepreneur de bénéficier des services de la banque et aller un peu plus loin. Il y a les dépôts à terme, quelqu'un qui a une somme qui veut avoir plus de revenus, il peut mettre son argent et bénéficier des intérêts qui seront générés. Au-delà, il y a l'application mobile que nous appelons IFOD Colombe. Ici, chez nous, nous avons la possibilité, tous les clients ont la possibilité d'accéder sur son compte, où qu'il soit, où qu'il se retrouve. Vous êtes en dehors du pays, ou vous êtes vers le fin fond du Congo, à Durban, je ne sais pas où, et vous pouvez accéder à votre compte via l'application. Vous téléchargez sur votre téléphone, si vous avez un téléphone Android,
Et vous pouvez les télécharger pour ceux qui sont là. Ils peuvent même aller sur Play Store et chercher l'application iPhone Colombe. Et vous pouvez les télécharger et venir ouvrir le compte. On vous donne les accès et vous pouvez utiliser. À tout moment, vous êtes entrepreneur, vous aurez accès à vos fonds. Vous saurez quel mouvement il y a sur vos comptes. Vous pouvez faire même des transferts entre comptes. Et au-delà, il y a également ce que nous appelons les services call center. Et si vous avez des préoccupations, puisque nous nous soucions de la qualité du service que nous donnons à nos clients. La qualité du service chez nous n'est pas fonction du rang, mais il est fonction du statut que vous avez chez nous. Si vous êtes client, vous méritez le meilleur service qui existe. Et s'il y a une préoccupation, nous mettons en place les canaux appropriés pour poser des questions. Voilà pourquoi il y a les call centers qui existent. Et on peut appeler, poser des questions, demander qu'est-ce que nous pouvons avoir, quelle solution, nous avons tel problème, vous aurez l'assistance et pour aller un peu plus loin. Nous avons, comme nous avons dit, il y a plus de 200 000 clients agents de l'État que nous payons. Et là où ils sont, très loin, à Massambio, je ne sais pas où, à Kwamont, ils peuvent appeler et demander à avoir des informations de l'institution. Et au-delà de cela, nous avons la solution également pour le financement. Nous parlons de financement ici. Nous gardons toujours cette possibilité. Congo, donc Émilie Loukaï. Et ensuite, je suis certaine que les jurys voudront dire un mot. Puis voilà. Puis on pourra vraiment prendre la pause. Juste une petite parenthèse. Nous avons eu un concours riche en talents. Beaucoup de personnes se sont présentées et l'un d'entre eux, malheureusement, a eu des petits soucis techniques pour pouvoir présenter son produit. Et je pense que c'est un produit de qualité qui vient du Congo, produit 100% au Congo, et j'aimerais lui laisser juste 2 minutes pour qu'il puisse vous le présenter. Son produit est présenté aussi à l'extérieur, donc je vous inviterai aussi à pouvoir les déguster si possible. Donc, est-ce que, Dieudonné, tu pourrais venir juste en 2 minutes nous présenter ton produit avant de passer à la proclamation des euros gagnants? Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, on avait dit opportunité, visibilité et inclusion. Dieudonné. Beaucoup. Non, pas encore, je crois que c'est les appelés qui vont suivre. Alors, 83 et 77. Tout le monde se demande ce que c'est. 83, c'est le pourcentage des Congolais qui veulent consommer du miel produit au Congo. Et 77, c'est le pourcentage de miel congolais de mauvaise qualité sur le marché. C'est l'un dernier rapport du système. C'est choquant, parce que ces statistiques me rappellent moi-même la date fatidique du 20 mars 2018. Le jour où moi-même j'ai surpris ma voisine en train d'ajouter du sucre dans le miel. Quel malheur! Quel malheur pour nous les pauvres consommateurs qui ne sont pas au courant de tout ça. J'ai alors décidé de produire du miel de bonne qualité pour tous ces pauvres consommateurs. Mais je suis licencié en sciences politiques. L'ambition dont on n'a pas compétence, c'est un crime, disait Napoléon. Alors je commence par où? Je ne connais pas la comptabilité, l'apiculture, la gestion et la création d'entreprises. Je commence par où? Alors j'ai décidé de me former. Je suis allé à la ferme apicole de Sonabata pour apprendre l'apiculture. J'ai également participé à plusieurs formations de transformation des produits agricoles. À la fin, j'ai formé la Riche du Terroir. C'est quoi la Riche du Terroir? La Riche du Terroir, c'est une entreprise qui produit du miel pur ou sauvage des différents terroirs congolais, aromatisé à 3 épices naturelles principales, dont la cannelle, le clou de girofle, les poivres noirs. Ces arômes, nous les avons ajoutés dans le miel, dans le but de rendre le miel plus thérapeutique. Parce qu'en cette période de crise sanitaire due à la COVID-19, tout le monde cherche à renforcer son système immunitaire. Et vous avez appris dernièrement, si vous êtes quinois bien sûr, vous avez entendu qu'il y a une maman qui a perdu son fils à Kisenso parce qu'elle lui a donné des Congo Bololo mélangés, je ne sais moi avec quoi. Alors nous avons ajouté ces épices dans le but de rendre le miel plus thérapeutique. Ce miel s'adresse aux gastronomes, il s'adresse également aux sportifs dont l'âge est compris entre 25 et 55 ans, aux communautés religieuses et communautés fermées. Ainsi, la Riche du Terroir a aussi un impact socio-économique considérable
en ce sens que d'ici 5 ans, nous comptons créer 130 emplois. Et nous travaillerons avec des populations défavorisées, c'est-à-dire toutes ces filles mères, tous ces enfants abandonnés qui sont en quête d'expertise, qui sont en quête d'emploi, mais qui ne trouvent pas ces emplois. La riche du terroir a un impact aussi socio-économique, un impact environnemental plutôt considérable, en ce sens que la riche du terroir est une activité apicole. L'activité apicole est une activité qui protège 100% l'environnement. Parce que là où se pratique l'apiculture, on ne coupe pas les arbres, on ne fait pas des feux de brousse, on ne fait pas n'importe quelle activité qui puisse nuire aux abeilles. Les abeilles font la pollinisation, qui est une activité qui permet la perpétuation des espèces végétales. Nous faisons également le reboisement à travers notre modèle économique, qui est la recommandation. C'est-à-dire, M. Cédric nous achète un pot de miel et nous lui demandons de nous recommander un de ses collègues, dont peut-être M. Christian, et après nous avoir recommandé 10 personnes, ce dernier a droit de parrainer un arbre dans nos états de forêt qui portera les noms qu'il voudra lui donner. Question pour nous de lutter contre les réchauffements climatiques qui nous guettent en ce moment. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci. Merci pour cette belle présentation. Et on rappelle que ce candidat-là ne fait pas partie des finalistes, mais vous aurez l'opportunité, si vous avez été touché par sa présentation, de lui poser des questions juste après. Alors, on va pouvoir passer, vous allez pouvoir arrêter de maintenir le suspense finalement et nous dévoiler le grand gagnant. À vous la parole. Merci beaucoup, Mme Floya. Alors, je vais peut-être inviter d'abord les finalistes à venir devant, s'ils sont toujours là. Donc, Alex, Jean-Paul, Thérèse et Alora. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, je sais que vous êtes fatigués, mais ils méritent vos encouragements. Voilà, mesdames et messieurs, devant vous, vous avez 4 personnes audacieuses, ambitieuses, qui ont décidé d'entreprendre. Alors cette question est revenue beaucoup de fois, finalement, c'est quoi entreprendre? Est-ce qu'ils sont des entrepreneurs, porteurs de projets? Mais vous savez ce qu'ils sont avant tout, ce sont des porteurs de vision. Donc les 4 finalistes que vous avez devant vous, ils ont une vision, ils ont identifié un problème et ils ont voulu, avec leurs moyens, leurs ressources, apporter une solution et impacter leur environnement. Et rien que cela, je vous les Alors pour ce concours, cette première édition Crédassure Connect, nous avons un podium avec 3 places. Donc nous allons annoncer le numéro 3. Et ensuite, nous annoncerons donc le gagnant qui sera numéro 1. Et donc par défaut, il y aura un numéro 2 si nous annonçons. Donc voilà. Alors, moi je commence à stresser un peu, je vais me lever. Alors, pour la première édition du concours Crédassure Connect. Attends. Ouais. Non, je rigole. Je dois même boire de l'eau. Non, je rigole. Alors, pour la première édition, donc, le numéro 3 pour le concours Crédassure Connect, c'est Madame Alora. Félicitations Alora, tu remportes donc un accompagnement. Ensuite, non, je vais laisser un peu la parole aux membres du jury qui annoncent le numéro 2. Ils disent vas-y, vous voyez les membres du jury. Bon, je continue. Alors, le numéro 2, donc, pour le concours Crédassure Connect, il remporte donc un package, un accompagnement au niveau du branding. C'est Madame Thérèse. Il nous reste donc 2 jeunes hommes. Et je vais laisser un membre du jury, M. Zinga, annoncer le grand gagnant de Crédassure Connect et vous expliquer aussi, bien sûr, les raisons de ce choix. Les raisons de notre choix se sont posées sur les premières thématiques, donc l'innovation. Quelle est la réponse au marché? Est-ce qu'on a pu identifier de la créativité dans la présentation, dans le produit? Est-ce que ce produit pouvait satisfaire l'ensemble du panel, que ce soit au niveau du jury, au niveau
de la salle, du public. Donc notre choix s'est tourné. Attendez. On va quand même demander au public de se lever parce que là on est trop fatigué. Il faut quand même acclamer le grand gagnant. Demandez de vous lever, mesdames et messieurs. C'est pas des entrepreneurs, genre, c'est des jeunes, quoi. Ils ont de l'audace, il faut quand même le faire. Ils ont présenté des beaux projets. J'espère que vous avez suivi, c'était magnifique. Les 4 personnes qui se tiennent devant vous ont fait l'effort de ce qu'on appelle être entrepreneur, faire le premier pas, oser se présenter devant vous avec des projets qui ont pu être critiqués, revus, mais ils ont fait l'effort de pouvoir se remettre en question. Donc aujourd'hui, notre grand gagnant est M. Jean-Paul pour son produit innovant Tomé. Donc je dirais à votre santé. Il a son stand à l'extérieur, donc je vous invite à aller déguster sa création. Mais je laisserai quand même un mot à mon confrère Christian de pouvoir compléter ce que je viens de dire. Oui, en tant que membre du jury, je voudrais ajouter quelques mots. Vous dire en fait que nous les membres du jury, on a eu une tâche extrêmement difficile. Non pas de choisir un projet, mais d'en éliminer 3. C'est complètement différent comme démarche parce qu'effectivement les 4 projets étaient de qualité. Je voudrais insister sur le fait que c'est 4 projets de transformation locale et vous savez combien la transformation locale est importante dans notre pays. La dernière chose que je voudrais dire, je voudrais remercier ces 4 jeunes parce qu'ils me redonnent l'espoir. Vous savez que les choses ne sont pas forcément évidentes, en particulier par rapport en fait, au contexte sanitaire, mais je sais maintenant qu'avec cette jeunesse-là, on s'en sortira et l'avenir est à nous. Merci. Peut-être un petit mot d'initiatrice du forum également. Et ensuite. Je commence par féliciter nos candidats. Ils avaient des projets vraiment, on était vraiment dans l'embarras. Tous les projets, comme Christian l'a dit, tous les projets étaient magnifiques. L'innovation, la créativité et voir les jeunes s'engager, voilà, ça nous a vraiment impressionné. Ça nous a pris plus de 5 heures de discussion. Mais on a un gagnant, on a un lauréat. Ils sont tous des lauréats, je peux dire. Alors, il y a les gagnants, il y a Jean-Paul qui est le premier. Et pour les autres, on va annoncer la suite qui est 2e, 3e. Mais nous n'abandonnons pas les 3 autres. Alors, c'est déjà fait? Ok, voilà. On a déjà annoncé... Oh là là, bon. Voilà. Ce que je rajoute, peut-être qu'on ne l'avait pas dit au début, on va avoir un partenariat avec Congo Invest pour accompagner les 3 autres. Donc c'est quelque chose qu'on rajoute. Je vous remercie tous pour l'accompagnement de ces jeunes. Ils méritent un applaudissement et ils sont un modèle pour la jeunesse congolaise. Donc c'est 2000 $, on peut pas mentionner. Je vais écrire. Hein. Il n'avait pas mentionné, ne t'en fais pas. T'inquiète pas, ça sera fait le temps. Merci beaucoup. Et puis, on va quand même laisser un petit mot. On va commencer par le gagnant, mais c'est très important de vous entendre tous. Alors, Jean-Paul. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être premier lauréat de ce podium. Mais moi, je crois que, pas je crois, mais c'est la réalité, tout le monde a gagné. Parce que tous nous sommes passés par des étapes. On est passé par l'étape de présélection, on est passé par la demi-finale, on est arrivé en finale. Et chaque projet a su créer un impact auprès du public, auprès du jury qui était là. Et donc moi, je suis très content de faire partie des lauréats et d'être le premier lauréat. Mais en même temps, c'est un défi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 2000 $ que Crédasio va offrir au premier lauréat que nous sommes. Mais après, il faudra nous voir dans un an. Qu'est-ce qu'on aura fait de ces 2000 $? C'est-à-dire, c'est une réussite, c'est très bien d'être gagnant aujourd'hui. Mais il faut aussi faire ses preuves de ce qu'on va recevoir, qu'est-ce qu'on va en faire. Et je suis très rassuré de dire à Crédasio et Oui Consulting, leur partenaire, nous allons faire un bon usage de ces gains que nous recevons pour permettre la croissance de notre entreprise. Merci beaucoup.
Merci pour cette occasion. C'était pas facile. Nous sommes arrivés à l'étape finale. Comme Jean-Paul a si bien dit, il est le gagnant. On est tous des gagnants en partie. On continue à bénéficier de la visibilité et tout ce que les partenaires ont mis à notre disposition. Nous tenons de nous y mettre et puis nous performer et certainement on va au moins produire de la valeur qui est dans nos ambitions. C'est un peu ma parole. Merci. Je suis très heureuse d'avoir participé à ces concours depuis les débuts jusqu'à cette fin. Je comprends que ça a été difficile pour le membre de jury de se décider parce que moi j'avais trouvé que tous nos projets étaient bons et je suis très émue d'occuper cette deuxième place qui me rassure que je peux encore faire mieux et faire plus. Et je félicite en tout cas le gagnant de ces jours. Merci. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours et déjà je remercie Crédasur pour la confiance dans la sélection de mon projet depuis le début. Je me sens déjà rassurée de l'accompagnement, donc je vous dis merci. Merci à tous, merci aux candidats, merci aux partenaires, merci à vous tous qui avez tenu jusqu'alors et on vous invite maintenant à interagir, découvrir encore les projets de nos candidats finalistes et du gagnant. Vers l'extérieur, vous pourrez faire une dégustation et on vous remercie, en tout cas tous aussi nombreux que vous soyez venus. On remercie tous les partenaires de Crédasur aujourd'hui, tous ceux qui ont permis à ce que cet événement soit possible. Mais ce n'est pas fini, on se retrouve donc dehors pour un break et un moment de partage. Merci encore. En bref, cette journée, c'était un peu la concrétisation de l'accompagnement que nous voulons donner aux entrepreneurs. Donc nous avons eu une première journée qui a eu lieu à l'hôtel Pullman où nous avons eu quelques thématiques. Nous avons introduit avec la matinée des assurances et les concours des entrepreneurs. La deuxième journée, le but c'était vraiment des rencontres B2B, B2C, augmenter la visibilité des entrepreneurs. Comme vous le voyez, il y a plusieurs expositions des projets des entrepreneurs et vous verrez bien qu'il y a des entrepreneurs qui ont exposé leurs produits. Vous verrez bien qu'il y a des personnes qui sont intéressées vers le produit de nos entrepreneurs. Et c'est ça, c'était un peu ça le but de la deuxième journée. Accompagner l'entrepreneur, augmenter la visibilité de l'entrepreneur et voilà, proclamer notre heureux gagnant au concours Crédasur et inviter nos partenaires qui accompagnent les entrepreneurs. Vous avez vu qu'on a eu nos partenaires FPM, nous avons les institutions de microfinance qui sont dans l'accompagnement des PME et des entrepreneurs. En fait, la deuxième journée, c'était vraiment ciblé accompagnement des entrepreneurs.